Alors, mon itinéraire, rapidement, c'est vrai que rien me destinait à m'occuper d'enfants ou à m'occuper d'apprentissage, parce que j'ai souffert de l'école et j'ai souffert à l'école. J'étais nul. Je comprenais pas, je savais pas comment c'était possible que celui qui était assis à côté de moi, il comprenait, il avait des bonnes notes. Et moi, ça marchait pas. On avait beau me dire, regarde le mot tableau, tu vas le photographier. Eh bien, j'arrivais à rien photographier. Je ne savais pas comment ça marchait. Et quand on a un mauvais résultat, eh ben, c'est toute la personne qui a le mauvais résultat. Je le vois chez les enfants. L'enfant va vous dire, je suis nul. J'ai eu 0 en dictée, je suis nul. Et moi, je lui dis, mais non, c'est la dictée qui a eu 0. Toi, non, tu n'es pas un 0. Eh bien, quand j'ai fait mes études, j'ai fini par réussir grâce à une rencontre avec un enseignant en philo et aussi une enseignante en français qui m'a montré, ces deux profs m'ont montré que j'avais une pensée, que cette pensée pouvait avoir de l'intérêt. C'était la première fois que j'étais accueilli de cette façon-là. Et à ce moment-là, j'ai réussi. J'ai réussi psycho à la Sorbonne, j'ai réussi l'école pratique des hautes études en ethnopsychiatrie avec Georges Devreux. Là, c'était extraordinaire. Alors, j'ai fait mes études bac plus 6 en sociologie, en philosophie et en psycho. Mais après ça, j'ai travaillé à la télé. C'était une chance inouïe, travailler dans un service de recherche, m'occuper d'images et de fabrication d'images. Et bon, ça a duré 3 ans. Après, ils m'ont vidé parce que c'était un drôle de milieu. Alors, j'ai fait le journaliste, j'ai travaillé à la radio. Ensuite, j'ai quitté Paris. Et j'ai quitté Paris avec un contrat de livre. Comme j'étais journaliste à Psychologie Magazine, l'éditeur m'a dit, ben, on lance une collection sur la télépathie. Est-ce que ça t'intéresse? Je connaissais absolument pas le sujet. Et j'ai dit, ben, moi, ça va pouvoir me faire vivre à la campagne dans les années 80. Eh bien, ça a commencé comme ça. Alors, donc, on a écrit, ma femme s'est mise aussi à écrire. On a écrit 3 livres. Après, ma fille aînée, il fallait que je gagne un peu plus d'argent que des droits d'auteur. Je suis devenu promoteur. Je me suis associé avec un entrepreneur de maçonnerie. J'ai fait ça 3 ans. J'ai construit quelques immeubles. Et après ça, comme on quittait notre maison et qu'un ami me proposait une boîte d'informatique à New York, je me dis, ben pourquoi pas, j'aimerais bien faire fortune aux États-Unis. Le rêve américain était toujours présent. Je pars aux États-Unis et au bout de 2 ans, je reviens complètement ruiné. Et en partant, il y a quelqu'un qui me dit, mais si tu veux réussir à New York, il faut venir à 20 ans, sans argent et sans famille. Moi, j'y suis allé à 40, avec ma famille et avec de l'argent. Et pourquoi on m'a pas dit ça au début? Et puis, ben, j'arrive, j'avais plus rien. Il fallait que je réinvente une vie. Et là, je peux vous dire que même à 40, même à 45, même à 50, et j'ai des exemples sous les yeux, on peut tout réinventer. Et surtout en ce moment, il va falloir réinventer beaucoup de choses. Changer des habitudes d'abord. Et donc, pour me remettre, je me dis, tiens, ben, je vais refaire de la télé. Alors, je me lance dans un projet d'émission de télé pour enfants et on m'invite à une conférence d'Antoine de la Garandrie. Et là, stupéfaction, je découvre que nous avons une vie, une intériorité, que ce qui se passe dans notre tête est observable, peut se décrire. Et si on peut observer, si on peut décrire, on peut piloter son cerveau pour apprendre. Je découvre que quand j'étais en train de souffrir à l'école, si on m'avait dit qu'il y avait une méthode, un mode d'emploi pour apprendre l'orthographe, s'il y avait un mode d'emploi pour être attentif, pour mémoriser, pour comprendre, pour réfléchir, la compréhension, justement, l'imagination aussi, eh bien, j'aurais vu et j'aurais découvert que j'étais quelqu'un qui avait une valeur.
Et ça, c'est très important. Je dirais un mot des études qui sont faites sur l'affectivité à l'école et l'importance de l'affectivité pour apprendre. Donc tout d'un coup, je découvre ça. J'ai dit, mais c'est fantastique. Et ça m'a donné une motivation, mais exceptionnelle, parce que la motivation vient de l'intérieur. Et là, c'est une rencontre. Je me dis, mais en fait, on peut aider les enfants. Tous ces enfants-là qui savent pas le mode d'emploi, qui savent pas que pour mémoriser un mot d'orthographe, il faut l'épeler, il faut qu'il s'écrive dans la tête, il faut se parler de ses difficultés. Et à partir du moment où on peut voir l'image du mot écrit dans la tête, ben on fait plus de fautes. Si en plus de ce mot, on invente une phrase avec, on développe un imaginaire, on développe du vocabulaire, etc., etc. Mon travail, ça a été d'abord les enfants, leur donner tout de suite, le plus tôt possible, des modes d'emploi. C'est pour ça que je ne fais pas de bilan, je ne fais pas de profil, je ne fais pas de diagnostic. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une surmédicalisation de l'échec scolaire. Et que moi, je reçois des enfants avec des 30 cm de dossier, des parents qui me disent « Ah ben, il est lent ». Ça veut dire quoi, il est lent? Ces jugements sur les enfants, ces étiquettes sur les enfants, c'est insupportable. Il faut savoir qu'un enfant lent est un enfant qui a peur. Il est lent pourquoi? Parce qu'il attend la dernière seconde pour pouvoir répondre. Parce que tant qu'il n'a pas répondu, il a ni bon ni mauvais. Mais dès qu'il va écrire, il peut se rapprocher d'un échec. Et c'est insupportable, c'est de la souffrance. Échouer fait souffrir. Parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour échouer. Donner des modes d'emploi, apprendre à apprendre. Immédiatement, quand je reçois un enfant, je lui fais 2 exercices pour qu'il réussisse. Mémoriser une image, je lui donne la technique, je lui explique. Si tu regardes une image, un tableau, une statue, une sculpture, si tu te parles pas dans la tête, tu n'en auras qu'une trace globale. Tu n'obtiendras jamais les détails. Tu regardes l'image, tu pars d'en haut jusqu'en bas, tu te racontes dans ta tête tout ce que tu vois. Ensuite, tu regardes ailleurs, parce que notre cerveau, il peut pas voir à l'intérieur et voir à l'extérieur. Donc, pour voir à l'intérieur ce que mon cerveau a fait pendant que je regarde ailleurs où je ferme les yeux. Dès que je vois l'image, je retourne voir mon objet de perception, sculpture ou peinture, peu importe. Et là, immédiatement, je vois ce qui manque ou ce qui manque pas. Ça donne une fiabilité à 100%. En plus, ça apprend à l'enfant, comme à l'adulte, qu'il peut s'observer, il peut diriger sa pensée, il peut modifier ses images mentales. Et quand j'ai découvert qu'on avait un cerveau conscient, alors que la grande mode était à l'inconscient, j'ai dit, mais ce conscient, on l'a tous. C'est quoi cette partie qui est observable par nous tous? Eh bien, dans ce cerveau conscient, il y a un écran visuel sur lequel se projettent des images fixes, animées, en couleur, etc. Il y a un discours intérieur, des mots, du son, et qui vient de l'extérieur ou qui vient de la personne elle-même, discours intérieur, et il y a des émotions et des sensations. Et c'est avec ce cocktail qu'on est attentif, qu'on mémorise, qu'on comprend, qu'on imagine. Et jamais j'aurais imaginé qu'on avait un arrière-plan mental sur lequel la pensée se fabriquait, et que cette pensée était observable, et que si elle était observable, je vais pouvoir l'adapter à la tâche. Alors au début, quand je faisais encore des bilans, j'essayais de classer les enfants ou les adultes en auditif et visuel. Et puis, j'avais quand même des résultats. J'étais dans l'erreur. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de style d'apprentissage, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de catégorie. Et tout ça me dit, mais c'est pas possible, je perds un temps fou à essayer de classer les enfants dans des catégories mentales. Et c'était à ce moment-là, quand j'ai découvert que ceux qui réussissaient très bien ces exercices de mémorisation, qu'en fait, ils se parlaient dans la tête. Et en se parlant dans la tête, ils complétaient leurs images. Alors on dit, ils sont verbalo-visuels. J'ai dit, mais oui, et tous les enfants à qui avaient des bons résultats, ils étaient tous verbalo-visuels. J'ai dit, on n'a qu'à tous être
des verbalo-visuels. En fait, j'ai découvert une chose, c'est que si je regarde une image, si je regarde un visage, une peinture, un mot d'orthographe, une carte de géographie, si je ne fais que regarder, je n'en aurai pas les détails, j'aurai une trace globale. D'où la méthode de lecture globale, d'ailleurs, ou la méthode semi-globale qui est en fait pareil, hein, qui est basée sur un visuel. Mais le visuel n'est pas photographique. En me parlant, je complète l'image. En plus, je peux l'observer, donc j'ai une fiabilité extraordinaire, que ce soit pour l'orthographe ou pour mémoriser tout ce qui est visuel. Eh bien, en se mettant dans cette position qu'on appelle métacognitive, c'est-à-dire je regarde au-dessus pour voir ce qui se passe dans ma tête, j'ai découvert que ça pouvait aider aussi l'entreprise. C'est pour ça, j'ai fait de la formation d'entreprise pendant plus de 20 ans. Et donc, j'ai adapté ces outils et puis j'ai découvert que le cerveau de l'enfant, c'était pareil que le cerveau de l'adulte. Et ce qui se passait à l'école se passait aussi en entreprise. Notamment les réunions qui sont assez catastrophiques parce qu'elles sont toutes basées sur l'oral, sur le fait de parler. Et là, je vais dire 2 mots sur l'attention orale. Il n'y a rien de plus difficile que de suivre quelqu'un qui parle. D'abord, il faut savoir qu'en débit verbal articulé, je peux suivre 150 mots minute. Si je suis un lecteur, même un lecteur lent, je peux être à 250 mots minute, 300 mots. Et si je suis un lecteur actif, qui accélère dans la vitesse, je peux monter à 400 mots, 500 mots minute, avec une souplesse extraordinaire. Quand quelqu'un parle, vous êtes bloqué par son débit verbal. Il va parler très lentement, il cherche ses mots, etc. C'est épouvantable. On ne peut pas se concentrer. Vous ne pouvez pas l'accélérer, vous ne pouvez pas le ralentir, vous pouvez l'interrompre, donc il est obligé de répéter. Vous ne pouvez pas vérifier ce qu'il dit, vous ne pouvez pas à la fois. Et si en plus vous prenez des notes, les notes peuvent être parasites, parce que si j'essaye de reproduire les mots exactement, c'est pour que la compréhension intervienne plus tard. Et quand on écoute quelqu'un, on veut tout faire à la fois, ressentir, comprendre, mémoriser, ne pas rêver, etc., etc. La lecture est beaucoup plus souple puisque je peux revenir en arrière, je peux lire à mon rythme. Je ne peux pas interrompre l'autre. Il y a une chose, c'est que j'ai découvert aussi les parasites qui sont nombreux dans l'attention orale. Le plus important, quand vous écoutez quelqu'un qui parle, si en même temps vous parlez à vous-même, ben c'est votre voix qui est prioritaire. Pendant que vous vous parlez, vous n'écoutez plus l'autre. Quelques mots, mais parfois si ce sont des verbes, des mots importants, vous lâchez. Parfois, ce que dit l'autre vous fait penser à quelque chose d'autre, c'est-à-dire une image, puisque pour suivre quelqu'un, on est obligé de traduire en sens, en image de sens, ce qu'il dit. Et parfois, on a des images de sens qui ne sont pas adaptées au discours, ne sont pas les mêmes. C'est ce qui va créer ensuite les malentendus. Si l'énoncé est simple, ok, on peut suivre. Si l'énoncé devient compliqué, je loupe une pensée, je n'arrive pas à la traduire en mots, ça devient compliqué et à la fin je lâche et je pars en rêverie. Et il faut savoir qu'on a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de vocabulaire. Donc ils n'arrivent pas déjà à comprendre la langue scolaire. Ils ne comprennent pas ce que dit le maître ou la maîtresse. Ils n'arrivent pas à faire cette traduction qui permet l'attention. Il y a d'autres parasites. Il y en a un autre qui est assez connu, c'est-à-dire quand quelqu'un parle, si tout d'un coup j'ai une sensation, une réaction, une émotion, en disant « Ah mais qu'est-ce qu'il dit là, je suis pas d'accord », eh bien c'est cette émotion qui sort et qui se colle au message. Et je vais avoir en souvenir le fait que j'ai eu une émotion. Vaguement, je saurais que j'étais en désaccord, mais j'aurais du mal à la restituer parce que mon émotion vient estomper, vient faire disparaître en fait le message. Bien,
c'est ce cocktail-là qui nous fait penser, c'est-à-dire ces images, ces mots et ces émotions et ces sensations. Être attentif est extrêmement difficile, alors que l'information, si elle existe sous forme numérique, elle doit être donnée. C'est pour ça que je suis un grand partisan de la classe inversée. En entreprise, je suis partisan aussi pour que on limite les réunions, qu'on envoie tous les documents avant, et les personnes ensuite peuvent se mettre en atelier, travailler. On n'apprend pas en écoutant quelqu'un. On peut avoir une information. On apprend en faisant. En gros, je peux vous dire que on retient 5% de ce qu'on écoute, on retient 20% de ce qu'on lit, tout ça sans reformulation, hein. Mais on retient 80% de ce qu'on fait et 90%, c'est le plus dur à trouver ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on retient à 90%? On retient ce que l'on est capable d'expliquer avec ses propres mots. Un acquis scolaire, c'est ça. C'est ce que je suis capable d'expliquer avec mes propres mots. Mais pareil avec le vocabulaire, on a deux vocabulaires, un vocabulaire actif et un vocabulaire passif. Le vocabulaire actif, ce sont les mots que je suis capable d'expliquer à quelqu'un, de donner une définition, même approximative. Mais en tout cas, je peux en parler. Je vais pas dire oui, je sais ce que ça veut dire, bien sûr, mais je sais pas. Ça, c'est un vocabulaire passif. D'où l'importance de développer la lecture, la compréhension et carrément des leçons de vocabulaire, puisque ce sont les mots dans le cerveau qui entraînent les images. Et là, une petite parenthèse pour ceux qui ont des problèmes pour dormir, des problèmes pour enlever des idées parasites compulsives dans la tête et qui quittent le présent. Tout d'un coup, je suis en train de repenser à ce que m'a dit quelqu'un au cours d'un échange, d'une réunion, et puis l'émotion revient, etc. Parce que quand on se parle dans la tête, on fait venir les images, et dans les images, il y a les émotions. Et tout d'un coup, mon cerveau est envahi par cette répétition d'une scène que j'ai vécue dans le passé, mais dans le présent. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que j'ai compris une chose, et qui allait permettre de m'endormir d'ailleurs, c'est que si dans ma tête j'ai une pensée, et que cette pensée ou cette idée n'est pas suivie d'une action, alors je change de pensée, alors je change d'idée. Si par exemple je pense à cette discussion qui s'est mal passée avec quelqu'un, je dis ah oui mais je devrais lui dire ça, etc. Eh ben disons-le, j'ai qu'à lui dire, eh ben je me lève, je fais un mail et après je peux aller me recoucher. J'ai fait une action. Notre cerveau n'est pas fait pour la pensée. Si cette pensée n'est pas suivie d'une action, notre cerveau est fait pour agir, pour poser des actions dans la réalité et que ces actions nous donnent du plaisir. Voilà à quoi sert un cerveau. Et c'est à la base de manger, à la base d'échanger, de travailler. Il n'y a pas d'évolution possible, d'épanouissement sans cette recherche du plaisir. Donc si nous prenons cette définition-là du cerveau, que ma pensée sert à imaginer une action qui me donne du plaisir, eh bien, prenons la situation d'un enfant ou d'un adulte qui, il est en classe, il n'arrive pas à apprendre, il ne comprend pas, son action est inefficace, il n'arrive pas à apprendre. Et quand on vit une situation où notre action, notre présence est inefficace, on a encore deux possibilités de ne pas tomber malade, c'est la fuite ou le combat. Je suis en classe, je m'ennuie, je comprends pas, je sais pas à quoi ça sert, je pars en rêverie, c'est la fuite. Et ça peut aller très très loin, des enfants perdent comme ça un sens de la réalité. D'autres possibilités, eh bien, j'en peux plus, il faut que je bouge. Et toute perception est l'occasion d'une action. Je vois ma voisine à côté, je lui donne un bon coup de coude ou je lui balance sa trousse.
j'ai fait une action. Ou alors, je lève la main et je dis au prof, je peux aller jeter le papier, je fais une action. Parce qu'il faut que je bouge. J'ai des enfants qui se cachent pour pouvoir bouger les pieds sous la table, parce qu'ils ont besoin de transformer les perceptions en action. Alors ça, ce sont des réactions normales, c'est-à-dire que l'agressivité est le résultat d'une frustration. Je suis frustré, je n'ai pas mon plaisir. Je ne sais pas pourquoi je suis là. J'aurai mon plaisir en cours de récré, peut-être. Le problème, c'est quand je ne peux ni fuir ni combattre. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas aller en classe, puisqu'on m'oblige. Et puis, si je parle à voix haute, je me fais punir. Donc, à un moment donné, je renonce, je subis. Eh bien là, c'est le début de la maladie, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas fait pour subir, sans agir. Si l'action va me permettre de lutter contre la frustration, grâce à la rêverie ou grâce à l'action un peu agressive, eh ben, je reste bien en santé. Par contre, si je suis dans mon coin, je parle pas, j'encaisse, je subis ce qu'on voit aussi dans le harcèlement en entreprise, je bouge pas parce que si je bouge, je vais me faire vider, etc. Je veux ni combattre ni fuir, je suis obligé d'aller au boulot. Eh bien, au bout de quelques années, va se développer les maladies cardiovasculaires, ce qu'on appelle l'inhibition de l'action, très bien décrit par Henri Laborit. Voilà donc ce cerveau qui est fait pour l'action. Et si je reviens à moi n'arrivant pas à m'endormir, parce que dans ma tête se repasse une scène et alors qu'il n'y a pas d'action et que je me lève pas pour faire un mail, etc., j'ai comme possibilité, c'est d'arrêter de me parler dans la tête. Parce que si je m'arrête de parler, j'arrête la production d'images. Si j'arrête la production d'images mentales, j'arrête les émotions et les sensations. Pas facile, plus facile à dire qu'à faire, mais je l'ai expérimenté, et puis d'autres aussi l'ont expérimenté. Quand vous arrêtez de vous parler, vous avez un écran noir. Mais cet écran, il ne va pas rester noir longtemps. Très rapidement, un trait, une petite lumière, eh bien mettez votre conscience là, sans vous parler, en évitant surtout de conscienciser, mais en disant, cherchant une image. Et là, vous risquez de tomber très rapidement dans les images qu'on appelle hypnagogiques et qui apparaissent quelques secondes avant le sommeil. Et vous vous endormez. Il faut un petit entraînement, mais moi, j'ai pas trouvé mieux pour arrêter la compulsion mentale. Voilà cette parenthèse qui m'a permis aussi de parler du cerveau. Si je vais compléter aussi, parce que là, c'est là l'essentiel de mon travail, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la neuropédagogie. Ce cerveau qui cherche une action qui donne du plaisir et qui est observable, donc à qui on peut apprendre les modes d'emploi, ce qui n'existe pas trop, puisqu'on dit, un enfant qui vient et qui dit j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit relis. Voilà. Et s'il revient encore et dit j'ai toujours pas compris, eh bien relis, parce que la compréhension, où on a tout d'un coup la compréhension totale, où on n'a rien, c'est noir. Donc, donner des modes d'emploi qui soient observables, qui permettent que ce soit à l'enfant et que ce soit à l'adulte, de reprendre possession de son action, de son autonomie. Et que le plus important, c'est de donner une réussite. Et pour donner une réussite à quelqu'un, il faut qu'il y ait un climat. Et là, on le sait, les théories de Bowlby sur l'attachement. Qu'est-ce qui marche à l'école? C'est quand l'enfant se sent en sécurité et reconnu par l'enseignant. À ce moment-là, il peut explorer. Le petit enfant, le bébé, c'est pareil. S'il est dans un environnement sécurisant, il part en exploration. Si ce milieu n'est pas sécurisant, qu'il peut être même violent, à ce moment-là, il apprend pas, il bouge pas. Et là, j'ai eu récemment un jeune étudiant en consultation par Skype,
Et il m'a dit, voilà, j'ai eu une réaction d'une violence incroyable, j'ai jamais eu ça avant. Devant ma petite amie, j'ai tout d'un coup donné des coups de poing dans la porte jusqu'à avoir les mains en sang. Il m'a dit, je suis complètement traumatisé par cette violence que je ne connaissais pas, qui est sortie de moi. Parce que ça arrive dans un état de frustration aussi. Et je l'ai rassuré, j'ai dit, rassure-toi, mais aujourd'hui, il y a énormément de consultations pour des blessures à la main, au poignet, au doigt, parce que tu n'es pas le seul à taper et qu'il vaut mieux taper sur du bois que sur quelqu'un. Puisque la grande souffrance, ce qui avait été bien compris par les nazis, c'était d'enfermer les gens sans leur dire pourquoi et sans leur donner d'informations pour le futur. Si je ne peux pas anticiper mon futur, je suis coincé dans un présent qui peut être que de sensations, je ne peux pas bouger. C'est là aussi, il y a des cas comme le syndrome de Winnicott, de l'effondrement imminent. Il y a des personnes qui sont là, à chaque seconde, ont peur d'avoir une mauvaise nouvelle. J'ai eu des personnes qui avaient des affaires de très grosses sociétés avec 200 personnes et qui avaient ce syndrome-là, mais qui étaient là dans cette peur de l'angoisse et d'une catastrophe imminente. Ça ne les empêchait pas de faire des projets dans le futur. C'est simplement au niveau personnel que ça se passait, mais c'était une lutte contre l'angoisse incessante. Parce qu'un cerveau qui fonctionne normalement, c'est quoi? C'est-à-dire que devant une situation présente, je vais dans le passé chercher le meilleur de mon expérience, confronter cette expérience avec ce qui se passe dans mon présent pour imaginer du futur. Là, j'ai de la mobilité mentale. Grâce à l'expérience, et je suis content de vieillir, parce que plus je vieillis, plus j'ai d'expérience, plus je peux enrichir mon présent pour imaginer un futur, des scénarios futurs plus satisfaisants. Et là, c'est carrément central, cette position du présent. Et il faut savoir que quand on a quelque chose à faire, on quitte le présent. Et retourner au présent, qui est un présent, c'est un terme qu'on n'arrive pas à définir. Qui peut donner une définition du présent? On peut parler du passé, c'est daté, signé. On peut parler du futur, l'imaginer, mais du présent. Et on ne peut pas parler du présent parce que le présent n'est jamais clos. Il peut y avoir un bruit, téléphone qui sonne, etc., etc. Du présent, on ne peut pas parler, on ne sait pas. On ne sait pas à quel moment je vais m'arrêter de parler, par exemple. Donc, ça demande une définition de ce présent qu'on ne peut pas définir et qui est le seul temps qui nous appartient, en fait. Il y a des civilisations qui n'ont que 2 temps. Si on prend les orientaux, ils ont l'accompli, petit déjeuner, par exemple, et l'inaccompli, qui est le présent et le futur. J'étais à Tahiti, chez les Océaniens, les Maoris qui vivent un seul temps, mais ça veut dire un présent très large, mais un présent qui permet d'aller dans le passé. Et quand quelqu'un parle du passé, tout le monde se déplace dans le passé. Et ensuite, on revient dans le présent. On peut faire un projet, on va tous dans le futur et on revient dans le présent. Et en fait, c'est pas important que le projet n'ait pas lieu. Le principal, c'est d'en avoir fait le voyage. Et nous, occidentaux, on pense pas du tout comme ça. On est dans ce passé, ce présent et ce futur.